Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur ETélé et bienvenue sur l'émission L'Entretien, l'entretien dominical que vous avez la joie et le plaisir de suivre avec nous. Administrateur civil de son État, il a un parcours assez élogieux, très bien connu dans le milieu politique national. Ancien membre du PRPB, il a été aussi membre du Phare Alafia sous le régime de l'ancien président Boni Yayi. Il a été secrétaire général du gouvernement à ce poste important. Il a travaillé pendant plusieurs mois, il faut dire de juillet 2011 à février 2014, du secrétariat général du gouvernement, direction l'autorité de régulation des marchés publics AMP. Aujourd'hui, l'homme a voulu cabrer avec le cheval blanc du bloc républicain. Il en est d'ailleurs le secrétaire administratif permanent. Membre du Conseil économique et social, M. Eugène Dosoumou, est avec nous sur votre émission L'Entretien. L'entretien qui va durer 90 minutes au cours desquelles nous allons parcourir, passer en revue les grandes questions, la grande actualité sur le plan national et international. Monsieur Eugène Dosoumou, ravi de vous recevoir sur l'émission L'Entretien de ce dimanche. Merci, cher ami, et merci de me recevoir sur votre plateau. Je profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment et vous souhaiter bon dimanche. Merci. Bon dimanche à vous aussi. Merci. Monsieur Eugène Dosoumou, le parcours, votre parcours ainsi tracé n'a-t-il pas été peut-être écorché? Y a-t-il des choses qui ont manqué? Parce que le parcours, on le sait très bien, a été quand même très élogieux. On l'a dit tout à l'heure. Merci. Parcours élogieux. Je ne sais pas, je vous laisse apprécier. Cependant, tel que c'est retracé, ça ressemble à peu près à ce qui a été. Vous avez dit membre du PRPB. Effectivement, tous ceux qui avaient vécu dans le temps, personne ne peut dire véritablement qu'il n'a pas été du PRPB. Très bien. Mais parce que nous étions des écoliers à partir de 72, on était encore écoliers en 72. Et puis, quand on est allé au collège, oui, et naturellement, vous militez au sein des mouvements révolutionnaires scolaires, les mouvements scolaires révolutionnaires, comme on les appelle. Vous avez été très actif dans certains mouvements, a-t-on appris, Monsieur Eugène Dosoumou? Ben, naturellement, dans notre collège, il y avait des activités qui étaient, disons, décidées par le parti-État, le PRPB, au profit des élèves. Enfin, c'est toutes les couches de la population qui devaient participer à l'animation de la vie politique, disons, de la vie sociale aussi tout court. Dans ce sens-là, tous les écoliers, tous les élèves étaient déjà dirigés dans certains mouvements, même dans des organisations de masse du parti. Donc, de ce point de vue, on peut dire oui, j'ai été membre du PRPB, mais à proprement parler, dire de ma propre volonté, non, je n'ai pas été un membre influent, je n'ai été dans aucune instance du PRPB. Par contre, au Phare Alafia, oui. Au Phare Alafia, oui. J'ai adhéré au Phare Alafia à partir de 1995. D'accord. Je suis resté au Phare Alafia jusqu'à la naissance du bloc républicain. Au sein du Phare Alafia, c'est là que j'ai fait véritablement l'apprentissage du militantisme politique. Pour vous dire vrai. C'était avec l'ancien ministre Daniel Tawima, etc., qui vous ont soutenu. C'était vos mentors dans le temps. Et lorsque vous évoquez ces noms, oui, Daniel Tawima, paix à leur âme, Saka Salé, Saka Kina, Jérôme, nous avons la chair de poule. Je ne veux pas
me risquer de citer tout le monde, de peur d'en oublier. Je n'oublierai pas le président Ousmane Batoko. Ce sont des gens pour qui j'ai le plus profond respect, parce que c'est des gens qui sont intervenus, de hautes personnalités, qui sont intervenus dans ma vie d'une façon déterminante, aussi bien dans ma vie politique que dans ma carrière. Très bien. Donc, vous me donnez là l'occasion, avec toute la chair de poule, de les remercier ici, publiquement sur ce plateau, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, en termes de ma carrière, et pour tout ce qu'ils continuent de faire. Et il y en a qui sont morts. Les anciens secrétaires généraux Saka Saleh et Saka Kina Jérôme, que leur âme repose en paix. Mais il y en a qui sont encore vivants. Très bien. Et de temps à autre, je leur rends visite et puis je me ressource. D'accord. Alors, oui, Monsieur Eugène de Soumou, vous avez aussi occupé de très grands postes sur le plan national. Vous avez été à des postes pas des moindres. Comment avez-vous vécu tout ceci, toutes les différentes fonctions de haut niveau que vous avez occupées? Bon, j'ai occupé ces fonctions tout en ayant la tête sur les épaules. Dès le début de ma carrière, je me suis toujours dit que un poste qu'on occupe par nomination dans la fonction publique, comme on peut le dire, c'est des mandats de 24 heures renouvelables. Si je peux ainsi m'exprimer. Oui. Pourquoi? Parce que vous avez été nommé, certes parce qu'on a lu en vous certaines prédispositions à occuper le poste auquel on veut vous nommer, mais toujours est-il que la nomination vient de la volonté de quelqu'un. Il se pourrait aussi que, à ce moment où vous êtes nommé, l'intérêt de celui qui vous a nommé était autour de votre personne. Or, comme l'intérêt évolue, comme toute chose de la vie, Bien sûr. le centre d'intérêt peut glisser de vous vers un autre. Absolument. C'est pour ça que tous les postes que j'ai occupés, j'ai essayé de travailler avec beaucoup d'esprit de détachement. Puisque je me dis, de toute façon, moi j'ai remplacé quelqu'un. Quelqu'un d'autre viendra vous remplacer à tout moment. Peut venir me remplacer à tout moment. Je ne suis pas là éternellement. J'ai certainement des prédispositions, certaines qualités, certaines expériences recherchées. Ben, des milliers d'autres ont peut-être des qualités ou même des qualités meilleures aux miennes. Donc, tout ce que j'ai pu occuper comme poste, j'en rends grâce d'abord au Seigneur de m'avoir permis d'occuper ces postes. Puis, je travaille en me disant qu'il n'y a pas que moi dans la nation. Un jour ou un autre peut toujours prendre ma place. Ça ne m'a jamais affecté moralement. Très bien. Alors, Monsieur Eugène de Soumou, vous êtes, je l'ai dit tantôt en introduction, vous êtes administrateur civil, homme politique. Nous allons, depuis quelques années, vous observez la vie politique, tout ce qui se passe sur le plan international. La globalisation du monde d'aujourd'hui, telle que les choses évoluent, quelle appréciation, en fait, comment est-ce que vous voyez tout ceci, la globalisation du monde dont on parle, et c'est aujourd'hui la réalité, sur ça que le monde repose aujourd'hui. Oui, merci pour cette question suffisamment pertinente. Et je vais vous dire que
En 1960, un ingénieur agronome, Dumont, a commencé par dire l'Afrique est mal partie. Et Andrés, avec des chiffres à l'appui, il a montré comment l'Afrique noire est mal partie en entrant dans ce qu'on peut appeler à l'époque les indépendances. Les indépendances octroyées ou indépendances acquises de haute lutte. Mais ceux qui ont acquis leur indépendance de haute lutte ont été plus aguerris que les pays à qui on a octroyé les indépendances. C'est pour vous dire que déjà en 1960, parlant de la globalisation, je veux commencer par là. D'accord. Pour vous dire que l'Afrique était déjà mal entrée dans le système des Nations Unies parce qu'elle avait des armes inégales. Et ça continue. Voyez-vous aujourd'hui, aux Nations Unies, le Conseil de sécurité, oui. où il y a, quand on finit l'Assemblée générale, les grandes décisions, il y a à peine 5 pays qui se réunissent pour décider du sort du monde entier. Parmi ces 5 pays-là, où est l'Afrique? L'Afrique n'est pas présente. Et depuis lors, l'Afrique continue de lutter pour pouvoir entrer, être membre permanent du Conseil de sécurité. Jamais on n'a obtenu gain de cause. Donc, vous comprenez que sur cette base-là déjà, la globalisation telle que conçue par les grandes puissances du monde, l'Afrique est partie très faible face aux autres. La globalisation, tant du point de vue politique, quand on analyse la globalisation d'un point de vue politique et d'un autre point de vue économique, à tous égards, l'Afrique par rapport au reste du monde est en deçà de l'espérance, est en deçà des attentes. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de globalisation sans parler de votre puissance économique. L'Afrique, quand les gens dressent les chiffres, aujourd'hui, dans les échanges mondiaux, l'Afrique pèse combien? À peine 1 ou 2%. Rarement on a atteint les 3%. Et c'est justement ces successions de crises qui ont conduit certainement à celles qu'on a connues sur le plan africain à partir de 1988, 1989 jusqu'en 1990, Monsieur Eugène de Soumou. Nous allons descendre un peu plus au niveau de notre pays pour parler de la crise de 89, disons 88-89, surtout celle de 89. Vous étiez où et quelle observation, quelle analyse en faites-vous? En 89, j'étais fraîchement entré dans la fonction publique. En 89? En 89. J'ai commencé à travailler en 86. D'accord. Vous connaissez la fameuse promotion après nous, le déluge. Voilà. Bon, c'est nous qui avons été recrutés, disons, à la salle du peuple de la présidence de la République par le président Kérékou à l'époque, entouré de ses ministres. Je revois cette scène en avril 1986 où le président Kérékou, entouré des ministres Zokifo Salami, Nathanaël Mensah, Didier Dassi et autres, paix à l'âme de ceux qui ne sont plus parmi nous, mais longue vie à ceux qui continuent de vivre. Donc je revois cette scène avec le recul, je me dis, bon, nous avons été quelque peu vénards. Parce que, effectivement, déjà dans la salle,
le jour-là, le président Kérékou, il y avait parmi nous une femme qui avait signé. Elle avait fait un signe de croix et le président Kérékou l'avait aperçu au loin dans la salle. Et un commentaire dit, Madame, vous avez raison. Vous avez raison de faire signe de croix parce que après vous le déluge. Sur l'instant, on n'avait pas compris grand-chose. Peut-être notre collègue, la dame qui avait signé, en savait quelque chose. En savait quelque chose. Elle s'est dit, bon, oh grand Dieu, au moins, nous, on est en train d'échapper. En fait, c'est que le Bénin était déjà entré dans les réformes qui devront avec le FMI et la Banque mondiale. Et, disons, les évaluations qui avaient été faites concernant la fonction publique montraient un effectif pléthorique qu'il faut dégraisser. Mais c'est à ce moment que nous, on nous recrutait. Vous comprenez que ça valait effectivement un signe de quoi? Un signe de quoi pour dire Amen, Alléluia, comme on le dit. Bon, bref. Oui. En 89, pour en venir à votre question, moi, quand j'ai été recruté, j'ai été affecté à l'Université nationale du Bénin à l'époque. Plus précisément à l'École nationale d'administration. Et les mouvements de 89, j'allais dire 6 et 7 décembre 89, ont commencé avec les étudiants déjà en mai 85. Les étudiants s'étaient annoncés. À l'époque, j'étais encore en 80. J'étais encore étudiant. Étudiant finissant le premier cycle de l'École nationale d'administration. Donc, en 89, ça a été une reprise pratiquement de ceux qui couvaient depuis 85. Alors, beaucoup d'autres syndicats se sont ajoutés aux étudiants et puis le pays était pratiquement ingouvernable. Le 6 décembre, précisément, je crois, si ma mémoire est encore est bonne, il y a une grande marche à Cotonou ici, dans la journée, disons tôt le matin, jusqu'à une période de la journée, à une certaine heure de la journée. Mais dans l'après-midi, le président Kérékou, à l'époque, certainement pour prendre le pouls des choses, a décidé de marcher. Je crois depuis le pont de Midambo, traverser Place Lénine, voilà. La Place Lénine, Midambo, traverser Dantokpa. Je crois que c'est au niveau d'Antokpa, Midambo, qu'il a été accueilli par des jets de pierre. Bien sûr. Jusqu'au niveau du pont. Jusqu'au niveau du pont. Et je crois, vous comprenez, ces hommes de sécurité ne pouvaient pas rester indifférents. C'est quand même le chef de l'État qui passait. Donc, devrait être sécurisé. Dans cet élan pour sécuriser le chef de l'État, d'aucuns étaient tentés de tirer sur les citoyens qui lapidaient le chef de l'État. Mais cette anecdote, vous connaissez. Le président Kérékou a dit, mais on ne peut pas tirer sur un peuple qui a faim et qui demande à manger. Il a demandé à ses gardes de rengainer, de remettre leurs armes à leur place. Et c'est comme ça, il a marché jusqu'à l'église Saint-Michel, où certainement il est allé se recueillir, se mettre en liaison avec le Seigneur, lui demander de l'inspirer
pour mieux gérer ce pays. Très bien. Et le lendemain, il y avait eu le 7, il y a eu la réunion conjointe Conseil exécutif national, c'était le gouvernement qu'on désignait comme ça Oui. à l'époque, Conseil exécutif national, et puis avec le bureau exécutif, le bureau politique du parti, excusez-moi, le bureau politique du parti, je veux dire, et toutes les instances au sommet, et puis c'est le soir, là, du 7 décembre, là, je peux être plus précis, que des décisions ont été prises. Dans ces décisions, il a été clairement dit que le Bénin renonçait à l'option socialiste. Alors, par le passé, enfin, pendant toute cette période révolutionnaire, on ne peut pas s'asseoir là et vous allez m'appeler monsieur. Nous étions des camarades, oui. N'est-ce pas? Donc, c'est ce soir-là même qu'il a été décidé que, bon, on n'est plus obligé de s'appeler camarade. Désormais, on se désigne monsieur, madame, etc. Donc, voilà comment on a vécu cette situation des 6 et 7 décembre. J'en viens. Alors, toujours au cours de cette réunion du Conseil exécutif national, il a été décidé l'organisation d'un grand forum qu'on devrait appeler conférence. Et à cette conférence, on attendait toutes les forces vives de la nation. Toutes les forces vives de la nation devraient être représentées. Depuis l'élite jusqu'aux couches les plus basses. Les associations professionnelles. Voilà, tout le monde était convié et représenté, disons, à la conférence nationale. Cette conférence s'est ouverte le 19 février. Ça n'a pas été facile parce qu'au cours de cette conférence, moi, à l'époque, j'étais déjà entré au cycle 2 de l'École nationale d'administration et donc je n'avais pas pris part. Il y a des camarades étudiants qu'on avait désignés pour nous représenter à cette conférence nationale, mais moi-même personnellement, je n'y avais pas pris part. Mais tout le monde suivait. Oui, bien sûr. La télé n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Oui. Mais chacun avait son transistor collé à l'oreille pour suivre au jour le jour. Au jour le jour. La question qui a failli un peu faire capoter la conférence était la question sur la souveraineté de la conférence. Oui. Mais avec beaucoup de tact, avec un esprit de négociation suffisamment élevé, Monseigneur de Souza, président de la conférence nationale, est parvenu à parler avec le président Kérékou. Et la souveraineté a été accordée à la conférence nationale. Et le 28 février, dans le discours du président Kérékou, parce que jusque-là, bien qu'on ait dit que la conférence était souveraine, beaucoup ne croyaient pas. Beaucoup ne croyaient pas. Mais lorsque le 28 février, le président Kérékou est venu pour clôturer les travaux de la conférence nationale, après le rapport général lu par professeur Albert Théodore de vénérable mémoire, paix à son âme. Alors, après ce rapport éloquent
lu dans presque toutes les langues du monde. En allemand, en espagnol, en français, même dans les langues africaines. Le président Kérékou, à la clôture, a saisi, a pratiquement pris le professeur Albert Théophile au mot, puisqu'il a conclu en disant « Nous avons vaincu la fatalité ». Donc, le président Kérékou, à la suite du professeur Théophile dans son discours de clôture, il a encore dit de façon claire et nette et que toutes les décisions de la conférence nationale seront appliquées avec responsabilité et esprit de suite. Ça a été une grande délivrance, une grande joie. C'est-à-dire, on pouvait attendre tout du président Kérékou, sauf ça. Cette décision. Cette décision aussi courageuse, voilà. Cette décision salvatrice pour la nation. Donc, lorsqu'on évoque la mémoire du président Kérékou et qu'on se souvient de ces événements, vous comprenez, pour des gens comme nous, encore jeunes, qui, c'est vrai, on avait été engagés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une de nos collègues a fait signe de croix. Oui. Mais ça a été un chemin de croix aussi. On nous a engagés, certes, et bien nous travaillions sans salaire. Parce qu'il y avait cette crise. Il y avait cette crise. Et on travaillait, personne n'était sans salaire, on appelait ça conjoncture, etc., etc. Mais écoutez, nous travaillions sans salaire. Moi, mon dernier salaire, après la titrisation, je l'ai pris à la veille de mon départ à la retraite en 2016. Ah oui? Ah oui. Plusieurs années après? Un salaire de 2006. De 2006? Et pardon, de 1986. Un salaire de 1986. Oui. Le dernier, je l'ai pris grâce à la titrisation initiée par le président Yahi Boni, là. Je l'ai pris les derniers 500 000 de mon salaire de 1986. Je l'ai pris en 2016. À la veille de mon départ à la retraite. Très bien. Voilà. Alors donc de la conférence, de cette conférence, parce que tout est parti de la crise, conférence nationale des forces unies de la nation, que vous avez relaté un peu, jusqu'au dialogue politique que le président Patrice Talon, qui se veut président moderne, a organisé pour ramener la paix dans la maison, pour qu'il y ait le calme. Quelle analyse faites-vous de cette conférence de 90 à ce dialogue politique qui a regroupé les grands partis politiques, reconnus en tout cas, pour décider, pour relancer le pays? Comment avez-vous perçu tout ceci? Il faut dire que la conférence nationale a été une occasion pour tous les Béninois de se réconcilier. La conférence nationale a permis au Bénin de se réconcilier avec lui-même. Très bien. N'oublions pas que la période révolutionnaire a été une période durement vécue par beaucoup de Béninois. Parce que justement, il y avait certaines pratiques qui avaient cours. Et à partir de 1972, le président Kérékou a pris des mesures pour limiter un certain nombre de choses. Je ne veux pas revenir sur certains discours qui étaient tenus à l'époque, juste pour montrer que tel que les choses allaient de 60 à 72, on ne pouvait pas continuer comme ça. Et vous comprenez aussi que le changement de l'habitude à la peau dure. Absolument. Vous ne pouvez pas changer les gens qui ont déjà pris certaines habitudes du jour au lendemain. Certains ne se sont pas retrouvés
là-dedans. Donc il y avait des exiles, il y avait même des gens qui étaient condamnés à mort, il y avait un certain nombre de choses. Donc la conférence nationale était l'occasion saisie par les Béninois, ceux qui s'en voulaient d'une façon ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre. Des gens étaient invités. En l'occurrence, les anciens présidents, sauf, je crois, le président Apiti, qui n'était plus de ce monde à l'époque, les trois autres avaient été là. Le président Hubert Maga, Roman Débé Justin et Émile Derlin-Zinsou. Ils étaient là. Plus d'autres, le colonel Maurice Kondete, le président Émile de Souza, tous étaient à cette conférence. Oui. Ils ne s'étaient pas toujours entendus avec le régime qui était là. Donc c'était, j'insiste encore là-dessus, c'était une occasion de réconciliation. Mais la conférence nationale était également l'occasion saisie pour dire désormais le parti unique est rangé dans les placards. On s'ouvre maintenant à la démocratie. La démocratie, comme beaucoup de juristes la définissent, gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc, c'est à partir de la conférence nationale que des recommandations ont été faites pour dire même que l'administration doit revenir aux administrateurs et que progressivement on doit aller vers un système où c'est des organes élus qui doivent pouvoir diriger les collectivités territoriales à décentraliser. Toutes ces recommandations, je ne peux pas les citer toutes, toutes ces recommandations de la conférence nationale ont été reprises pour la plupart dans la Constitution, la loi 90-032 du 11 décembre 90, portant Constitution de la République du Bénin. Et déjà, dans cette Constitution, il y a des options qu'on a prises comme des options fondamentales, à savoir la forme républicaine de notre État, la laïcité de notre État, l'intégrité territoriale, un certain nombre d'options qui étaient considérées déjà dans la Constitution comme des options fondamentales. Je n'oublierai pas ces deux questions qui ont toujours la question de la limitation d'âge et du mandat. Et du mandat pour prétendre aux fonctions du président de la République. Donc, c'est cette constitution de décembre 1990 qui nous a conduit pratiquement à ce jour. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. De 1990 à 2019, la Constitution a eu le temps les Béninois ont eu le temps de lire de fond en comble cette Constitution. Et de relever les insuffisances. Et de relever les insuffisances, merci. De relever les insuffisances. Parce qu'en 90, ce qui se passait en 90, en 2019, comprenez que la vie étant en perpétuelle mutation, ce n'est pas ce qui se passait en 90. Vous avez rappelé le contexte dans lequel la conférence nationale a été convoquée, les recommandations de la conférence nationale qui sont contenues dans la Constitution. Aujourd'hui, nous ne vivons pas le même contexte. Tout ce que nous disons de 90, là, des jeunes, ou bien des gens qui n'étaient pas nés, qui sont déjà devenus des pères et mères de famille, ils n'ont pas vécu ce contexte. Ils n'ont pas vécu ça. Et donc,
en maints endroits, en maintes dispositions, la Constitution ne répondait plus aux réalités. Donc, il y avait un besoin de la retoucher. Mais chaque fois qu'il est question de la retoucher, les gens craignaient, disons, une révision opportuniste. Comme nous vivons dans un environnement, l'environnement africain, où beaucoup de pays autour de nous révisent la Constitution juste pour maintenir au pouvoir les mêmes personnes, les mêmes dirigeants. Donc, à juste titre, les Béninois pensent que si un président veut prendre l'initiative de réviser la Constitution, à coup sûr, il va glisser vers, disons, la modification des dispositions concernant la limitation d'âge et la limitation de mandat. Donc, cette crainte est grande. Sinon, notre Constitution en elle-même avait besoin d'être retouchée. Ne serait-ce que pour la mise aux normes de ces dispositions avec ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans un environnement et nous sommes partis à beaucoup d'instruments interrégionaux. Nous sommes membres de l'UEMOA. L'UEMOA édite des directives que nous devons appliquer et insérer dans les normes nationales. Je prends un exemple rapidement. Cet exemple de la Cour des comptes. Oui. Vous savez que jusqu'au vote de la loi 2019-40 portant modification de la Constitution, oui, nous avions seulement une chambre de comptes. Mais dans tous les États de l'UEMOA, la directive est commune. Tous les États devaient se doter d'une institution constitutionnalisée qu'on appelle Chambre des comptes. Ça, c'est pour également l'image du pays par rapport à comment nous gérons la gouvernance économique et financière de notre pays. Très bien. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est pour vous dire que de la conférence nationale au récent dialogue politique oui, des 10, 11, 12 octobre dernier, oui, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Donc, on a expérimenté la Constitution, là, vous comprenez. Le Bénin est perçu dans la sous-région et au niveau international comme un laboratoire. Bien sûr. Un laboratoire de système politique. Nous en avons connu de toutes sortes. Voilà. On a fait le point. Le président Kérékou, déjà, lui, de 1996 à 2006, avait tenté d'attirer l'attention de la nation sur les insuffisances de cette constitution. Or, c'est une constitution de 90. Lui, il a repris le pouvoir en 96. Donc, 6 ans après, il a déjà fait lire cette constitution-là par des experts qui lui ont montré des insuffisances. Bon, lui, il a, disons, lancé la barre d'essai, le ballon d'essai. Il a recueilli l'opinion des Béninois. Il a certainement compris que les Béninois sont attachés à leur constitution. De toutes les façons, la majorité des Béninois à l'époque pensaient que c'est encore trop tôt de parler de modification et qu'il fallait continuer d'expérimenter encore une dizaine d'années ou plus
pour voir véritablement cerner toutes les insuffisances. En 2006, Oui. Lorsque le président Kérékou a passé la main au président Yahi Boni, la question de la révision de la Constitution est revenue sur le tapis. Rappelez-vous, en 2008-2009, la commission Anzo Glele, mise sur pied par le président Yahi Boni, a travaillé et a proposé des points et des dispositions qu'on pourrait réviser, qui devraient faire l'objet de révision. Là encore, ça n'a pas prospéré. Le projet n'a même pas eu le temps d'être discuté à l'Assemblée nationale avant que le président Yahi Boni décide de retirer ce projet. Mais en 2013, il est revenu à la charge. Le même président Yahi Boni est revenu à la charge pour dire il faut forcément retoucher cette constitution. Et déjà, à ce moment, vous étiez porteur même de ce projet à l'Assemblée nationale. Oui, exactement. Oui. Mais déjà, à l'époque, lui et moi, parlant de la Cour des comptes, Oui. lui et moi avaient déjà édité des directives à l'endroit des États membres pour dire il faut que chaque État se dote de la Cour des comptes. Et ça ne peut pas se faire par une loi. Il faut que ce soit la Constitution qui en dispose. En tout cas, pour le cas du Bénin, on devrait retoucher la Constitution pour que cette institution puisse connaître le jour. Bref, là encore, ça n'a pas prospéré jusqu'à l'avènement du président Talon. Le président Talon aussi, c'est le troisième essai qui a été le bon. C'est pour aussi dire à quel point les Béninois sont attachés à leur loi, à cette loi fondamentale. Parce que cette loi a permis de régler beaucoup de problèmes. Vu le contexte dans lequel cette constitution a été élaborée, jusqu'à tout dernièrement, où elle a été modifiée, avant qu'elle a quand même contribué à régler beaucoup de problèmes entre les Béninois. Voilà, donc, et ça a donné lieu, je dirais, ce dialogue politique, j'allais dire, ce dialogue politique qui a donné lieu à des recommandations qui ont été formulées en des options, c'est-à-dire qui ont conduit du moins à la modification de la Constitution. Et donc, beaucoup de textes ont été touchés jusqu'à la date d'aujourd'hui, en parlant de la Constitution elle-même, l'AMTI qui a été voté, charte des partis politiques, l'opposition, etc. Beaucoup de choses ont été touchées, Monsieur Eugène Dosunmu. Comment est-ce que vous voyez tout ça, ces réformes fondamentales qui ont été engagées et qui ont désormais certainement mis le pays aujourd'hui sous le président Talon sur orbite? Écoutez, moi je permettez que je commence par féliciter quand même le président Talon. Très bien. Pour sa détermination, son abnégation. Il aurait pu, après avoir tenté 2 fois, sans obtenir le résultat escompté, il pouvait se dire, bon, mais je range ça et dire, comme un de ses prédécesseurs, eh bien, les Béninois ne sont pas prêts. S'ils ne sont pas prêts, bon, laissons leur chose. Mais non, il a continué de montrer à ses compatriotes les insuffisances de cette Constitution. Vous savez, la vie n'est pas immuable. Et il faut adapter nos tests aux réalités de l'espace et du temps que nous vivons. Absolument.
Je disais tantôt que c'était ce qui était valable dans le contexte de 90 n'est plus valable aujourd'hui. Je prends un exemple banal comme ça. Oui. Mais en 1990, j'ai dit tantôt, la télévision n'était pas aussi... chaque ménage n'avait pas un poste téléviseur. Un poste téléviseur. Nous, on se souvient d'aller regarder dans des maisons voisines. Bon, voilà. Aujourd'hui, presque tous les ménages ont quand même, chacun des ménages a quand même son petit poste téléviseur. N'est-ce pas? Donc, le monde a évolué. Le standing de vie a évolué. Je disais aussi qu'en 1990, les travailleurs n'avaient pas leur salaire. Ils n'avaient pas leur salaire. Mais depuis 90 à ce jour, il n'y a pas eu d'interruption de salaire. Et tous les chefs d'État qui se sont succédés ont eu un souci, non seulement de payer régulièrement les salaires des agents de l'État, mais également de payer les arriérés. Mais nous ne sommes pas dans un tel contexte aujourd'hui. Même quand vous parlez à la génération d'aujourd'hui de tout ce que vous aviez vécu à l'époque, beaucoup pensent que c'est parce que vous n'avez pas eu suffisamment de punch pour bousculer le gouvernement que vous l'avez là, il faut céder la plaque pour qu'on vous montre comment la jeunesse sait se battre. Nous avions été jeunes aussi. À notre époque, nous avons su nous battre avec les armes qui étaient les nôtres. Bon, bref, le président Talon a fait le point et avec abnégation, détermination, avec courage, il est parvenu quand même à modifier la Constitution. Je vous dis, le jour où quand j'ai appris que la Constitution, notre Constitution, a été modifiée, j'ai poussé un ouf de soulagement. Est-ce que ce n'était pas parce que le président Talon avait pris des dispositions, des garde-fous pour que cela se passe sans tambour ni trompette? Parce que tout est parti du dialogue politique qu'il avait annoncé en mai et que c'était déjà des dispositions parce qu'il fallait réfléchir et trouver les moyens pour que tout le monde se calme, qu'on se retrouve autour de la même table, un peu comme la conférence nationale et décider de l'avenir du pays. Et ça, ce n'était pas parce qu'il avait pris des garde-fous pour que cela se passe sans bruit. C'est normal, c'est son rôle. Oui. C'est son rôle de conduire les destinées de ce pays en faisant le moins de casse possible. Si c'est cette formule qui peut nous amener à obtenir ce que nous avons obtenu, moi je lui tire chapeau. Très bien. En 1990, le président Kérékou, en réfléchissant, s'est dit, c'est pas une conférence nationale que je peux réconcilier ce pays. Donc chacun, avec le contexte qui est le sien, s'est donné les moyens de faire en sorte que ce pays tienne encore debout, que ce pays tienne debout. Donc de ce point de vue, je pense que si c'est ce moyen que le président Talon a trouvé, on ne peut que s'en réjouir et le féliciter pour avoir changé plusieurs fois de fusil d'épaule. Mais n'oublions pas, n'oublions pas, parce que lorsqu'on dit que le dialogue politique s'est passé sans tambour ni trompette et qu'on est allé à la révision de la Constitution, beaucoup disent même que ça s'est passé à la hâte. Je ne crois pas. On ne peut pas être dans un éternel recommencement. L'État a une continuité. Absolument. Quand le président Kérékou a abordé la question de la révision de la Constitution, il a laissé des archives. Il a laissé des archives.
tout ce que le président Yahya Boni a fait avec les consultations, et même les populations avaient été consultées. Et le président Talon, qui n'était pas au courant, qu'il y a une première fois, il a tenté de réviser, une deuxième fois, il a tenté de réviser, que c'est à la troisième fois, il s'est donné les moyens d'atteindre les résultats qu'il espère. Donc, de ce point de vue, moi, je rejette l'analyse qui consiste à dire on a fait en catimini. Et j'ajoute, je n'étais pas parmi les 83 députés qui l'ont fait. Ce n'est pas parce que je n'aimerais pas être là. Ce n'est pas parce que non plus je ne suis pas là que ce que les autres ont fait est mauvais. Et je vais chercher toutes les, comment dirais-je, dans mes analyses, je vais trouver tous les motifs pour dire que ce qui a été fait est mauvais. Non, moi, je n'ai jamais été dans cette démarche-là. On peut ne pas être des amis, vous faites quelque chose, vous réussissez, cela ne m'empêche pas, ne devrait pas m'empêcher de vous féliciter pour ce que vous avez fait et que vous avez réussi. Aujourd'hui, je dis, nous avons créé notre Cour des comptes. Oui. C'est une mise aux normes avec les directives de lui et moi. Absolument. Ce qu'on devait faire depuis longtemps. Donc on a rattrapé un retard là. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui a pris des mesures pour qu'on rattrape un retard? La loi fondamentale de 1977, je remonte encore dans l'histoire de la période révolutionnaire. Oui. Dans cette loi fondamentale, il y a un article qui est connu de tous, l'article 124, qui, dans cette disposition, dit la femme est l'égale de l'homme en droit, enfin l'égalité des sexes. Des sexes. C'est pour dire que désormais, il faut commencer par promouvoir les femmes, surtout dans les instances de décision. Je note avec beaucoup de bonheur que dans la modification, dans la loi 2019-40 votée par nos députés, cette disposition a été améliorée. Je parlais tantôt de deux dispositions de la Constitution de 90 en ce qui concerne la limitation d'âge et la limitation de mandat. Dans la loi 2019-40, vous voyez que ces dispositions ont encore été renforcées. Oui, absolument. Ont été renforcées. Bon, des gens disent que c'est pour exclure quelqu'un. Lorsque vous dites que le Béninois, qui n'a pas 40 ans, ne peut pas prétendre aux fonctions de président de la République, alors que dès lors qu'il a 18 ans, il peut déjà voter pour faire élire un président de la République. S'il est déjà suffisamment mûr, il a 18 ans, pour faire le choix de quelqu'un qui peut présider aux destinées de ce pays, mais on trouve qu'il n'est pas encore suffisamment mûr pour prétendre, lui, à ces fonctions-là, à cette haute fonction. N'est-ce pas là une discrimination? Lorsqu'on dit, passé l'âge de 70 ans, vous ne pouvez plus prétendre aux fonctions de la présidence de la République, n'est-ce pas là une discrimination? N'est-ce pas là aussi une exclusion de tous ceux qui ont 70 ans et plus? Ou bien de tous ceux qui ont moins de 40 ans? Il ne peut jamais y avoir une norme, fût-elle la plus parfaite qui soit, qui n'exclut. Il doit y avoir
il doit avoir la règle. La règle qui doit Il doit forcément avoir des exceptions. des exceptions. Alors, tout ceci regroupé aujourd'hui, M. Eugène Dossoumou, nous avons une charte, la charte des partis politiques, une loi qui a été votée pour l'opposition. Désormais, nous avons un chef, c'est-à-dire une loi pour l'opposition, un chef de file de l'opposition. Tout ceci regroupé, je veux parler de ces réformes. Pensez-vous que c'est en tout cas des réformes qui, désormais, je reviens un peu là sur la question, qui vont désormais relancer le pays, ramener la paix dans ce pays pour que, véritablement, on opte pour le développement, c'est-à-dire qu'on achemine réellement vers le développement. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On dit, toute loi ne vaut que par les hommes chargés de les appliquer. Toute loi ne valent que par la qualité des hommes chargés de les mettre en œuvre. Même la Constitution de 90, à laquelle nous étions si attachés. Oui, très accrochés. Très accrochés. On doit pouvoir féliciter aussi les présidents qui ont commencé par la mettre en œuvre. À commencer par le président Nicéphore Soglo. Si en 96, alors que la Constitution a bien prévu l'alternance, si en 96, il se braquait et qu'il ne voulait pas céder, ça a été vu ailleurs. Ça a été vu ailleurs, où les gens ont été battus, mais ils se sont accrochés, ils ont créé d'autres situations pour se maintenir au pouvoir. Donc, de ce point de vue, ces premiers hommes qui ont été chargés de l'application de la Constitution, c'est eux qui ont fondamentalement, au-delà des dispositions, ce sont leurs pratiques qui ont fondamentalement donné sens à tout ce que nous avons vécu par la suite. Donc cette Constitution de 90 et les récentes lois ne vaudront que par ce que nous, les Béninois, nous voudrions en faire. Si nous décidons que c'est des lois qui vont créer des crises qui sont par nature chrysogènes, etc., tout ce que nous entendons raconter là, et que nous ne nous disions pas, nous ne voyons pas les aspects positifs introduits dans ces lois. J'ai dit une fois, nous risquons de jeter le bébé avec l'eau de bain. Très bien. Monsieur Eugène Dossoumou, vous l'avez dit tout à l'heure parce que vous avez dit qu'il faut quand même saluer certains anciens présidents qui avaient c'est-à-dire pris des dispositions au départ pour qu'on en arrive là. Mais aujourd'hui, on constate que c'est tout le contraire par rapport au comportement de certains présidents qui, visiblement, donnent l'impression de n'avoir jamais gouverné ce pays et qui sont dans des positions de riposte, d'aller contre, de contestation continue à n'en pas finir dans l'optique, si je n'exagère pas, de vouloir détruire un peu le pays à l'extérieur. Comment voyez-vous cela, Monsieur Dossoumou? Parce que c'est quand même important quand on observe de loin que des gens qui ont eu à diriger ce pays pendant des années aujourd'hui se comportent de la sorte. Ah d'accord. Sinon, au début de votre question, je m'attendais à vous demander d'être plus précis. D'accord. D'être plus précis. À quoi faites-vous allusion? Vous avez été plus précis à la fin en disant des gens qui ont eu la chance de diriger ce pays pendant des années. Bien sûr. Qui se mettent en position de contester, de tout contester. Moi, je trouve tout simplement que c'est regrettable. C'est regrettable. Moi, lorsque, comme vous l'avez dit, j'ai occupé beaucoup de postes
de caractère beaucoup plus administratif que politique quand même. Mais je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai toujours pris mes fonctions avec esprit de détachement. D'abord avec l'esprit de servir, mais en me disant que je ne suis pas le seul, je ne suis pas indispensable et que de la même façon que moi je suis appelé à servir aujourd'hui, d'autres avaient déjà servi hier et d'autres serviront peut-être encore mieux que moi. Alors, si il peut, enfin, comme il m'est souvent arrivé dans ma vie, d'avoir devancé quelqu'un à un poste, vous pouvez mener votre petite enquête. Lorsque mon successeur me sollicite, j'ai toujours montré ma disponibilité. J'ai toujours montré ma disponibilité. De toutes les façons, lorsque vous passez service, pour ce qui nous concerne, nous avons une formule par laquelle nous terminons généralement les discours en disant à notre remplaçant, à notre successeur, de ne pas hésiter chaque fois qu'il sent le besoin de nous solliciter pour lui clarifier une situation ou une autre. Ça ne devrait pas être un vain mot. C'est pour vous dire qu'au lieu d'être dans une position belliqueuse vis-à-vis de son successeur, alors que tu sais que la tâche est immense, surtout pour ceux qui ont eu l'occasion de faire cette expérience et qui ont pu appréhender la portée de ces fonctions, tout ce qu'elles comportent comme risque, comme privation et autres. Pour ma part, l'attitude, je n'apprends rien à personne, je n'enseigne rien à personne. Je parle de ce que moi j'ai toujours fait. Pour ma part, je pense qu'on devrait plutôt adopter une attitude d'appui à celui qui est venu après nous. De toutes les façons, le jour où on prenait les fonctions, on savait qu'on ne devrait pas s'éterniser là. Forcément. Surtout lorsqu'il s'agit des fonctions de présidence de la République. On sait que, suivant la Constitution, on a commencé un 6 avril, 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, et si nous avons la chance et que le peuple nous renouvelle sa confiance, on peut dire 10 ans plus tard, et là c'est vraiment le plus tard, nous devrons pouvoir céder pour qu'un autre vienne expérimenter. À défaut de l'aider à réussir sa mission, laissons-le évoluer, laissons-le tranquille. C'est-à-dire que si tu ne peux pas m'aider, laisse-moi tranquille et évoluer comme je peux évoluer. Lorsque tu te mets en position, non seulement de ne pas m'aider, mais de me créer des ennuis, je prends acte de ça et puis je te traite comme tel. Très bien. Monsieur Eugène Dossou, cela m'amène à vous poser cette question en ce qui concerne l'attitude, sinon le comportement de l'ancien président Boni Yayi, avec qui vous avez beaucoup travaillé, pour qui vous avez été un collaborateur sur secrétaire général du gouvernement, un poste qui n'est pas confié à n'importe qui. Comment interprétez-vous aujourd'hui tous ces comportements avec sa récente descente avec la mission de la CEDEAO, son tour dans la ville, sans langue de bois, sans chercher à protéger qui que ce soit. Monsieur Dossou, comment interprétez-vous ce comportement? Merci beaucoup. Je vais vous dire que moi j'ai de la peine à parler de ces hautes autorités, non pas parce que
j'ai peur d'en parler. Non. Vous étiez proche? Non, non. Vous avez travaillé avec eux? Vous avez non pas non plus que je ne veux pas être objectif. D'accord. Mais dans mes propos précédents, vous avez compris là où je voudrais en venir. Que vous souviennent que c'est vous qui m'avez annoncé que le président Yahya Boni était en train de descendre à Cotonou. Et je ne sais pas si vous repassez votre bande, vous devez avoir remarqué ma réaction le jour-là. C'était une réaction enthousiaste. Je veux dire, ah mais c'est une excellente chose. Que vous m'appreniez une excellente nouvelle. Donc comprenez que, surtout qu'il devrait rencontrer le président de la République, son frère, son successeur immédiat, le président Patrice Talon. Moi je dis, quelle image ça aurait pu donner, disons, à notre pays, que des frères. N'oubliez pas que j'ai dit aussi le jour-là, que le premier mot de la devise de notre pays, c'est fraternité. C'est fraternité. Et que ce n'est pas pour rien que les pères de notre indépendance ont pensé à ça. Parce que le Bénin est indivisible. Toute tentative de division, oui, ça ne prospérera pas. Par la grâce de Dieu, ça ne prospérera pas. On le distingue. Moi, je n'ai jamais senti le besoin de rencontrer un Béninois et si je dois lui rendre service, de lui demander d'où il est. Dans les conversations, peut-être pour se chahuter, on peut en venir là, mais ce n'est jamais pour des choses sérieuses. C'est pour dire que moi, je tiens beaucoup à cette affaire de fraternité. Donc, pour en revenir, c'est tout simplement regrettable. La rencontre avortée entre nos deux dirigeants. Je le regrette encore. La rencontre aurait pu avoir lieu, que ça donnerait plus de sens. Plus de sens, disons, à ce qui est plus de sens à l'unité nationale, si je puis ainsi m'exprimer. Plus de sens à une certaine réconciliation. N'est-ce pas? Moi, de temps à autre, il m'est arrivé de rencontrer le président Talon, comme par le passé, je rencontrais le président Yahya Boni. Mais je n'ai pas encore compris quel est le problème entre ces deux hommes. Peut-être que je ne comprendrai jamais, n'étant pas à leur niveau. Mais moi, je pense véritablement qu'il gagnerait quand même, ne serait-ce qu'il gagnerait à s'oublier et à mettre dessus de leur personne l'intérêt majeur de la nation. Nous, là, le bas peuple, qui pense à nous? Qui pense à nous? Parce que nous les regardons. Nous les regardons. Aucun des deux ne peut prononcer aujourd'hui un mot et penser que lui, il a prononcé un mot en l'air comme ça. Oui, mais la descente, la venue du président Boni Yayi était bel et bien annoncée. Et des dispositions ont été prises de l'autre côté du palais de la Marina, de la présidence, pour l'accueillir, en même temps que la mission de la CEDEAO. Mais c'était le président Boni Yayi qui n'était pas au rendez-vous. Le connaissant bien, qu'est-ce qui peut justifier cette absence, cette position? Je vous ai dit, effectivement, ça a été annoncé, et j'ai marqué mon enthousiasme devant vous ici le jour-là. Oui. Et selon vous avez écouté le ministre porte-parole du gouvernement qui a dit que ça devrait être une occasion festive. Bien sûr. Une occasion festive. C'est dire quoi? Que toute la nation attendait cette occasion
pour fêter, comme ce fut le 28 février 1990, lorsque le président Kérékou prononçait ce discours où on a lu la réconciliation entre les Béninois. Donc, que ça n'ait pas eu lieu, ça laisse un arrière-goût d'amertume, de regret, de déception, à la limite. Donc, maintenant, le connaissant, comment moi j'apprécie, je n'ai pas d'autre appréciation à faire en dehors de ce que je viens de dire. Tout simplement, pour ce peuple béninois, ce pauvre peuple, on a plutôt intérêt à faire en sorte. Figurez-vous, vous pensez que les présidents Soglo et Kérékou se sont toujours entendus? Sur tous les points. Mais voyez quelle image ces deux hommes nous donnaient. Surtout pendant les 5 ans de règne du président Soglo. Je n'ai pas surpris une seule fois le président Kérékou manquait un rendez-vous qui lui est donné par le président Soglo. Et on les voyait, le président Zinsou. Il y a des images qui circulent même. C'est pour dire à quel point les Béninois tiennent à ce que leurs dirigeants fument le calumet de la paix. Il y a des images qui circulaient un peu avant l'arrivée annoncée du président Yahi Boni là, et des images qui voyaient allier les présidents Kérékou, de Souza, Soglo, Émile Delin Zinsou. Qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'est beau de voir ces images-là. Hein? On dit dans ma langue que le sang est à l'intérieur et pourtant la salive que vous crachez est blanche. Oui. J'ai traduit littéralement le Tchabé. C'est comment? Hein? Oui. C'est dire que ce n'est pas tout qu'on expose. Et surtout quand on a atteint ces niveaux-là. Hein? Si on devait parler en termes de droit, vous qui êtes assis là, vous avez le droit d'être président du Bénin. Moi qui suis assis là, j'en ai le droit. Oui, n'importe quel citoyen béninois en a le droit. Mais ce n'est pas tout ce à quoi on a droit qu'on obtient forcément dans la vie. Et si Dieu vous donne, vous, d'être choisi pour occuper ça, à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Ça, ce sont les Saintes Écritures qui disent ça. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et qu'est-ce que vous voulez dire de façon concrète là? À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Oui, de façon claire. Le Seigneur nous prévient. Oui, le Seigneur nous a prévenu dans les Saintes Écritures et dans la réalité aujourd'hui du Bénin. Si je vous fais grâce de beaucoup de choses, c'est parce que je vous demande d'utiliser ces grâces-là vis-à-vis de ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ces grâces-là. J'ai dit, vous et moi, comme n'importe quel Béninois, avons le droit d'aspirer, c'est légitime que nous aspirions aux hautes fonctions, à cette haute fonction. Est-ce que nous aurons tous la chance d'être là-bas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tous les Béninois n'auront pas la chance d'être président une fois dans leur vie. Mais si quelqu'un a eu cette chance, ce n'est pas parce qu'il est particulièrement méritant ou ceci ou cela. C'est Dieu qui lui a donné. Et il devrait mesurer la portée de cette grâce-là que Dieu lui a faite. Pour dire, je ne dois pas utiliser cette grâce-là pour
mépriser ceux qui n'ont pas eu la chance. C'est pourquoi je dis, eux qui ont eu la chance d'être nos dirigeants, dans leurs faits et gestes, dans leurs pensées, leurs paroles, je dis, ils ne peuvent plus rien dire qui passe comme inaperçu aujourd'hui. Ouais. Hein? C'est sûr. Ils ne peuvent rien dire pour dire, ben non, on cherchait, on rigolait, non. Tout ce qui sort de leur bouche aujourd'hui a une connotation auprès des gens qui sont avec eux ou qui sont contre eux, parmi les citoyens. Ceci dit, eux ayant été présidents de la République, ils n'ont pas de gens pour et de gens contre. Parce qu'ils ont été le père de la nation. Et ils sont pères de la nation. Quel que soit par ailleurs le sentiment que certains citoyens peuvent nourrir à leur égard, c'est à eux de se surpasser. C'est là que je voulais en venir. À qui on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. Très bien. Si vous étiez enclin à des colères dans votre vie de tous les jours, et que Dieu vous fait grâce d'être père de famille, votre colère, vous devrez diluer ça considérablement. Sinon, vous ne pourrez pas gérer votre propre maison. Très bien. À plus forte raison, une nation. Très bien. Monsieur Jean de Soumo, un mot sur, puisqu'on en est là, la mission de la CEDEAO par rapport à la crise post-électorale, leur récente descente sur le Bénin. Ils ont rencontré le chef de l'État. Comment est-ce que vous vous appréciez cette mission de la CEDEAO? Vous savez, la CEDEAO est l'un des instruments sous-régionaux très respectés aujourd'hui, aussi bien en Afrique qu'à l'international. C'est l'un des rares instruments qui parviennent encore à régler les problèmes des Africains par les Africains. Donc, de ce point de vue, la CEDEAO est une institution sous-régionale qui mérite beaucoup de respect. Je ne peux pas m'empêcher de revenir sur mes regrets. Que cette institution prestigieuse, qui soit dite en passant, est en train de régler le problème de la Guinée-Bissau. Hein? Vous avez suivi l'actualité? L'actualité, bien sûr. Hein? Oui. Qu'à cette institution, nous offrions l'image qu'on lui a offerte là, de rencontre avortée. Je ne sais pas quelle image, quel message nous sommes en train de donner à cette institution, qui a pris sur elle de venir jusque chez nous, avec pour mission que les deux hommes se rencontrent. Bon, dès lors que les deux hommes n'ont pas pu se rencontrer, ça veut dire que la mission de la CEDEAO a été vidée de sa substance. Alors, donc on pense que la mission, c'est-à-dire au lendemain du dialogue politique, du vote de cette loi pour ramener le calme dans la maison Bénin, et qu'il n'y avait plus crise et que la CEDEAO n'avait plus grande chose à gérer et que cela devrait se gérer entre Béninois. Partagez-vous. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est à ça que tous les Béninois s'attendaient justement. C'est à ça que tous les Béninois s'attendaient. Pour ou contre le président Yahya Boni, pour ou contre le président Talon. Au moins sur ce point, les Béninois se disent, il vaut mieux que les deux, pour une fois, nous donnent le sentiment que les Béninois sont encore capables de se transcender et de s'embrasser, de se réconcilier entre eux. Parce qu'on en avait besoin. Le pays en a besoin. Le pays en a besoin. Je dis, ces deux hautes personnalités ne sont plus n'importe qui. Ce que moi, je dis ici, là,
bon, si ça plaît à certains, ils vont dire, bon, très bien, félicitations, tu as bien parlé, mais ceux à qui ça déplaît, ils vont animer la toile, m'insulter, tout ça. Pour moi, c'est rien. Mais pour ceux-là, c'est autre. Et donc la CEDEAO devrait se préoccuper beaucoup plus des questions économiques, par exemple la fermeture des frontières, par exemple, plutôt. Pour cette mission-là, elle n'était pas venue pour ça. Elle était venue pour la réconciliation entre deux fils de ce pays. Oui. Et certains... Entre autres, si cette mission fondamentale est accomplie, le reste peut venir de lui-même. Très bien. Alors nous restons sur le plan international, parlant de la démocratie, de la diplomatie, pardon, pour évoquer le cas de représentants de l'Union européenne qui a été expulsé du pays pour plusieurs motifs. Vous êtes un administrateur civil, vous avez occupé de grands postes, vous avez été au cœur de grandes décisions de ce pays. Est-ce que cette expulsion de l'ambassadeur net valait la peine, si c'était normal? Bon, je crois que le gouvernement béninois qui a pris la décision a d'abord évalué et après examen de tous les éléments en sa possession, a cru que c'était ce qu'il fallait faire. Et quand on en arrive à ce niveau-là, les affaires d'État, on ne blague pas avec les affaires de l'État. Très bien. Et moi, je pense que nous sommes un peu des commis de l'État, diplomates, administrateurs civils, et autres. Nous sommes des commis de l'État, n'est-ce pas? Moi, en tant qu'administrateur civil, ayant occupé certains postes, je suis tenu à certaines obligations. Obligations de réserve, obligations de retenue. Absolument. Et j'ai retenu une leçon de déontologie concernant les administrateurs civils. Je profite, si vous me permettez, pour saluer mon professeur Étienne Awanka, qui est aujourd'hui à la Cour suprême, qui m'avait enseigné la déontologie administrative. Et il a insisté sur un aspect. Il dit, l'administrateur civil est peu loquace. C'est pourquoi, si ce n'est pas dans le domaine politique, vous ne nous voyez pas toujours sur vos plateaux d'expliquer, de parler comme ça. Parce que à cette fonction-là, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Et si vous devrez vous asseoir auprès d'une bonne dame vendeuse de beignets et commencer par raconter, vous allez casser le pays. Vous allez détruire le pays pour être plus sérieux. Qui plus est pour un diplomate, qui en venant, en allant dans un pays, a une mission précise. Bien sûr. Et dans sa lettre de créance, mais tout cela est rappelé. N'est-ce pas? Donc il devrait savoir se comporter. On ne lui dit pas d'aimer le gouvernement béninois, de ne pas l'aimer. Ce qu'on lui demande, c'est de faire son travail de façon professionnelle. Bien sûr. Surtout qu'il... Alors, s'il manque à ses obligations professionnelles, qu'on ne s'attende pas à ce qu'on le cajole. Qu'on ne s'attende pas à ce qu'on le cajole. Et ce n'est pas la première fois que le Bénin expulse
un ambassadeur. Et le Bénin n'est pas le seul à le faire non plus. À le faire non plus. Mais si un ambassadeur va dans un pays et qu'il outrepasse les limites des missions qui sont les siennes, et qu'on le rappelle à l'ordre, et il ne veut pas observer la conduite qui convient, eh bien, écoutez, on ne s'amuse pas avec l'État. Alors, est-ce que cette expulsion, ça c'est la question que plusieurs Béninois se posent, est-ce que cette expulsion ne porterait pas atteinte aux relations? Parce que là, c'est l'Union européenne. C'est vrai que le gouvernement s'est expliqué là-dessus. Est-ce que, selon vous, en tant qu'administrateur... Pour vous répondre à un mot, c'est le fonctionnaire qui se fout voir. Si lui n'est pas là, l'Union européenne... va le remplacer tout simplement. Et celui qui viendra tirera leçon de ce qui s'est passé avec son précédent. Oui, c'est vrai que l'Union européenne peut demander quelques explications au gouvernement béninois. Tout comme aussi, dans des circonstances données, vous avez vu dernièrement dans l'incident qui s'est produit à Ilara, où des militaires et policiers nigérians sont entrés sur le territoire béninois pour aller chercher le Bénin a, comment dirais-je, a convoqué l'ambassadeur du Nigeria pour lui demander des explications. Absolument. Donc, dans cet exercice diplomatique, autant l'Union européenne peut chercher à savoir quelles sont les conditions dans lesquelles son représentant a été expulsé. De la même façon, si l'Union européenne n'entretient pas des relations, je ne suis pas diplomate, des rapports de bonne coopération, d'excellence avec le Bénin. Le Bénin aussi a en droit de demander des explications à l'Union européenne. Très bien. Donc, demander des explications là, c'est juste pour que les deux parties se comprennent. Très bien. Voilà comment votre représentant s'est comporté dans l'exercice de sa mission, et s'il se comporte comme ça, nous considérons que tel qu'il agit là, il a outrepassé les limites de la mission qui est la sienne. Très bien. Donc, c'est pour vous dire qu'on expulse un ambassadeur. Ce n'est pas la première fois que ça se fait au Bénin. Ce n'est pas la première fois non plus que le Bénin aussi subit la même chose. Enfin, le Bénin aussi a de temps à autre, pas souvent, de temps à autre, subi ça. Ou des États dans lesquels on a envoyé des représentants estiment que les comportements de nos représentants ne sont pas conformes à leur démission, et par conséquent on les déclare personne non grata, persona non grata, et puis on nous les renvoie. Très bien. Alors, nous avons un peu moins de 10 minutes pour clôturer cette émission. Déjà, oui, monsieur Eugène Dossoumou, nous allons revenir au Bénin, parler un peu des projections, le budget prévisionnel, l'exercice 2020. Il y a le balai des ministres à l'Assemblée nationale. Nous allons prendre l'exemple de quelques ministères qui ont vu leur budget augmenter, c'est-à-dire une hausse. Parlons du ministère de l'Intérieur, par exemple, où on doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Le budget a connu une augmentation d'environ 40%.
et avec plusieurs réalisations, par exemple. Monsieur Eugène de Soumont, votre avis par rapport à ça? Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a la Défense, il y a les infrastructures, il y a le cadre de vie, les travaux d'asphaltage, les routes à construire, les ponts à ériger, des marchés à construire. Comment voyez-vous de façon globale le budget de l'État prévisionnel exercice 2020? Et toutes les rubriques dont vous venez de parler et qui ont été prises en charge par le budget exercice 2020 traduisent la volonté du gouvernement d'aller vers le social. D'aller vers le social à travers le budget. Vous savez, le budget, c'est l'expression chiffrée de l'ambition d'un gouvernement. Bien sûr. Qu'il soumet à la représentation nationale pour recevoir l'autorisation de mettre en œuvre ses ambitions. Des ambitions qu'il a traduites dans les chiffres. Cela dit, je suis comme tous les Béninois, le balai des ministres à l'Assemblée nationale, et je me suis amusé, ou bien la presse m'a permis, Oui. parce que l'organe que je lisais a aligné le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Défense, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les deux autres ministres de l'Enseignement. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je l'ai lu. Quand j'ai lu, j'ai constaté que le ministre de la Défense, son budget est autour de 45 milliards. Pendant que le budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est de 63 milliards. Même le budget de l'Intérieur, de la Sécurité, si je ne m'abuse, lorsque vous combinez le budget des ministères en charge de l'enseignement primaire, en charge de l'enseignement technique, de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, et de l'enseignement supérieur, vous voyez nettement quelle est l'orientation que le gouvernement est en train de donner et quelle est l'importance qu'il donne aujourd'hui à ce côté-là, l'éducation, la formation. Le jour où quelqu'un disait, je crois c'est Mandela, qui a dit, pour tuer un État, vous n'avez pas besoin forcément de sortir d'armes. Arrêtez de former les citoyens de ce pays-là et vous avez fini de l'achever. Alors, moi, je pense que si le gouvernement a cru devoir accorder d'importance à ces trois ordres d'enseignement, cela veut dire que le gouvernement accorde une importance majeure à la formation des citoyens béninois. D'accord. Et à privilégier la formation des Béninois par rapport à l'achat des armes. Le ministère de la Défense, c'est dans l'ordre de ce que je viens de vous dire. Bon, le ministère de l'Intérieur, je n'ai pas regardé, mais ce que j'ai retenu dans le ministère de l'Intérieur, c'est que 114 villes ont été retenues pour bénéficier de la construction de commissariats. 144. 144 commissariats. 144. Oui. Autant pour moi. Oui. 144. C'est dire quoi? Au moins, chacune de nos communes aujourd'hui, nous en avons 77, chacune de nos communes aujourd'hui doit avoir un cadre. Beaucoup ont de commissariats déjà. Mais allez voir dans quelles conditions ces policiers-là travaillent, leur cadre de travail. D'accord. En décidant de construire tous ces bâtiments-là, ça veut dire également que la sécurité des Béninois préoccupe ce gouvernement. Et tenez-vous tranquille, le premier droit auquel
tout gouvernement responsable doit veiller, c'est la sécurité du citoyen. La sécurité est une fonction régalienne de tout l'État. C'est-à-dire que c'est une fonction au-delà de beaucoup d'autres fonctions. C'est une fonction prioritaire. Donc, l'un dans l'autre, j'ai le fort sentiment que ce régime est en train d'écouter. Et j'allais ajouter, pour tenir dans le temps, que j'ai appris également que nos bonnes dames, qui entre-temps avaient été conviées à dégager les abords des trottoirs, vont bénéficier également des appuis de l'État. Ah, il faut pouvoir le dire. Qui seront bien construits pour leur réinstallation. Dans le même temps, le budget de la présidence de la République, 20 milliards, ça a même diminué, ça a connu une baisse par rapport au budget de 2019. C'est-à-dire que, quelque part, le train de l'État, le train de vie de l'État est en train d'être réduit au profit du peuple, des citoyens. C'est la lecture que je fais. Je peux me tromper, mais c'est ma lecture. Et je crois que tout Béninois objectif doit pouvoir reconnaître ça. Merci à vous, Monsieur Eugène Dossoumo. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, très rapidement, parce que nous avons presque dépassé le temps que nous est imparti. Votre mot de fin, votre conclusion? Merci beaucoup. En termes de conclusion, je vais certainement lancer un appel à tous les citoyens. Chacun se lève et dit: nous ne voulons que la paix pour notre pays. Nous ne voulons que la paix pour notre pays. Mais la paix, c'est un comportement. Ce n'est pas forcément dans la bouche. Donc, j'invite chacun de nous tous à cultiver la paix. Et plus encore, à nos dirigeants à faire en sorte, je sais que, quelle que soit la situation, les présidents Patrice Talon et Yahya Boni vont finir encore par prendre langue et organiser cette rencontre que nous attendons. Cette rencontre entre eux deux, avec l'œil bienveillant, peut-être pourquoi pas en présence du patriarche, le président Nicéphore Soglo. Le peuple béninois a besoin de ça. Le peuple béninois a besoin de ça. Et je profite pour dire aux citoyens de cultiver la paix et aux dirigeants de nous donner l'occasion de savourer cette paix. Merci à vous, Monsieur Eugène Dossoumo. Je rappelle que vous êtes administrateur civil, vous êtes membre du bloc républicain et puis secrétaire administratif et permanent du bloc. C'est avec vous que nous avons, pendant 90 minutes, parlé de l'actualité nationale et internationale. Vous étiez donc l'invité de cette émission, l'entretien. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain. Prenez toujours du plaisir à nous suivre sur ETélé, la télé de l'excellence. Bon repos à vous.